Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 6 mai 2023, il est 8 h, nous serons ensemble jusqu'à 9 h 30. Mina Abed nous a déjà rejoint. Bonjour Mina. Bonjour Nour, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va? Ça se passe bien? Très bien. À l'aise, tranquille? Oui. Tu as vu le match hier? Non. Non, surtout pas. Non, non, non. Non, surtout pas. Non, mais je suis contente. Pas besoin d'adrénaline, hein? De stress surtout. De stress. Surtout le stress. Tu as eu quand même les résultats? Oui. Et comment? Oui, oui, oui. Et comment? T'as fait comment? Tu fais comment quoi? Pour avoir les résultats? Ah, moi je regarde sur Internet. Hein. Je suis sur Internet. Ouais. Moi, j'ai juste les cris des voisins, les... tu vois, je sais ce qui se passe juste à essayer de comprendre ce qui se passe finalement c'est vrai qu'on a l'habitude au niveau de faire des voisins. Hier c'était calme. Mais d'habitude, quand c'est l'équipe nationale qui joue... Pas du côté de chez moi, en tout cas. Ah oui, non. Quand c'est l'équipe nationale qui joue, c'est vrai qu'on entend... Ouais. Mais on avait l'impression que c'était un match dur. Ouais. C'est ce qu'on a. De toute façon, Riyad Ben Khaddem nous donnera un peu plus de détails sur le déroulement de ce match dans un petit moment. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Algérie s'est qualifiée. Exactement. N'est-ce pas? C'est vrai que c'était un match nul, mais reste que l'Algérie s'est qualifiée et je pense que c'est vraiment le résultat auquel on s'attendait le plus. Hein. Exact. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure, Inch'Allah. Et bon vent pour l'équipe donc de moins de 17 ans. Donc vous l'aurez compris, nous allons encore une fois revenir ce matin sur le déroulement du match d'hier, la qualification de l'Algérie, le déroulement de ce qui va se passer aujourd'hui et les jours à venir. Et ce sera en compagnie de Riyad Ben Khaddem. C'est dans le cadre de l'actualité sportive, à savoir donc la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et aussi, ce matin, nous allons nous intéresser à une grande personnalité qui nous a quitté le 1er mai, il s'agit de Cheikh Mohamed Salah Ait Al-Jed, lui qui a beaucoup fait pour la promotion donc, de l'éducation islamique, de l'islam, du savoir en Algérie. Bien entendu, Ahmed Guelghassan, notre ami, reviendra sur son parcours et un hommage lui sera rendu ce matin. Et aussi cette semaine, vous le savez, une grande mobilisation, une grande campagne de sensibilisation par rapport à un gros fléau qui touche la société. Tu devines? C'est les drogues. Les drogues, la consommation de drogue, malheureusement, qui prend de plus en plus d'ampleur, particulièrement chez les jeunes. Tu as remarqué ça? De plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. De plus en plus voilà, jeunes. De plus en plus jeunes. C'est vrai qu'un dispositif de sensibilisation, de suivi aussi des personnes donc, qui veulent, on va dire, revenir à la raison. Oui. N'est-ce pas? Donc tout un dispositif est mis en place pour, encore une fois, la sensibilisation, l'information, la prise en charge donc, de ces personnes qui sont malheureusement tombées dans ce piège. Nous en parlons ce matin en compagnie donc, de notre invitée. Samira Hadjamal aussi sera parmi nous ce matin. Elle va nous emmener pas très loin, hein, juste ici à Alger. Elle adore Alger, Samira Hadjamal. Elle adore Alger, justement, oui. Voilà. Alors, Samira Hadjamal, c'est entre Alger et le Sud. Hein. C'est entre Alger et le Sud, oui. N'est-ce pas? Alors, surtout Alger. Surtout Alger, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est une magnifique ville, hein, Alger. Ah oui, 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 franchement, oui. Non, mais toutes les villes sont magnifiques. Oui, toutes les villes. C'est vrai que chaque ville a un cachet particulier. Exactement. Et voilà. Donc, Samira Hadjamal, c'est ce qu'elle essaie de faire chaque samedi, c'est de nous faire découvrir une facette différente d'Alger ou des autres villes donc, du pays. Cette fois-ci, elle va nous emmener du côté du musée maritime. Donc, elle va nous faire découvrir ou redécouvrir le musée maritime. Elle en a déjà parlé dans l'une de ses rubriques. Aujourd'hui, elle revient avec d'autres images, avec d'autres informations concernant ce musée. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de la question. C'est donc le menu de cette matinée. Et merci encore une fois à Faiza Badi qui nous a préparé donc, le programme de cette matinée. Il a fait très bon hein, ce matin. Oui, un peu lourd. Bon, un peu lourd, mais sur le plan température. C'était quand même agréable. C'est vrai, tu as raison, c'était quand même un temps plutôt assez lourd, plutôt brumeux. Il y a même eu quelques gouttes hein, hier. Ah, la nuit. Ça se comprend alors. Bah oui. Ça se comprend. C'est vrai que sur le pare-brise de ma voiture, il y avait comme ça des gouttes là. Je me suis dit non. Peut-être pas ça, mais finalement. Si, c'est ça. Ça se justifie. C'est ça. Ça se justifie. D'accord. Je vous donne un peu plus de détails. Nina. Avec plaisir. Très bien. Ce sera juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Une carte plutôt variée hein, aujourd'hui. Un peu de tout. Elle n'est pas aussi monotone que d'habitude. Non, ça va. Voilà, ça va.
Ça va, ça promet, au fait. J'ai envie de dire, il y a plein de couleurs, mais non, en fait, il n'y a que 2 couleurs, mais bon. Il n'y a que 2 couleurs, mais beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles. Voilà. Ouais. Des symboles plutôt variés. Ça promet, Exactement. c'est prometteur. C'est prometteur. C'est prometteur. C'est en bonne voie. Voilà, c'est en bonne voie. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Hein. On l'espère. C'est ce qu'on espère au mois de mai quand même. Nous n'avons pas eu de pluie depuis quelques mois. Depuis longtemps, hein, quand Le même. mois de février. mine de Bon, rien. en ce moment, il y a de la pluie, mais vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Oui. Bon, c'est pas mal. C'est On déjà a pas mal. eu aussi de la pluie au sud. Au sud, oui. Oui. Mais pas beaucoup. Pas Sur beaucoup, le plan non. pluviométrie. Non, pas beaucoup. Pas encore assez. Non. Donc là, c'est une carte plutôt prometteuse. Tu nous donnes un peu plus de détails? Avec plaisir. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, excellent réveil. Beaucoup de brume ce matin, du brouillard également sur l'ensemble des régions côtières avec un ciel plutôt voilé hein, vers l'ouest, au centre et à l'est. Donc un temps assez lourd vers les régions intérieures, un ciel de plus en plus voilé avec toujours quelques pluies, quelques orages également en fin d'après-midi. Ces pluies risquent de déborder à partir de la nuit, notamment vers les côtes du centre. Sur la partie sud, un ciel voilé tout au long de cette journée sur le sud-ouest, la Sahara, le nord Sahara et les oasis avec de fréquents soulèvements de sable sur le sud-ouest, la Sahara, le nord Sahara, les oasis, le Sahara central, le Sahara oriental ainsi que sur les régions intérieures. Ça explique un petit peu les gouttes de pluie, un peu l'effet moucheté sur les voitures. Éparpillé. Le plus important, c'est qu'il y en a. Voilà, ne pas laver les voitures ces jours-ci. Voilà, ça c'est un beau conseil. Voilà, c'est le conseil du jour. Ne lavez pas votre voiture. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 34 degrés à Tizi Ouzou, on notera 25 degrés à Annaba, 26 à Alger, 26 degrés à Oran, 38 degrés à Gardaya, 33 degrés à Hassim Saoud, on notera 36 à Béchar, 37 degrés à Tiddouf, 45 degrés à Adrar et enfin 44 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée à l'ouest, au centre et à l'est, avec des vents entre 30 et 40 km/h vers les côtes ouest et entre 20 et 40 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Eh bien, pour cette journée, on notera un ciel plutôt voilé à Dallas, encore New York, Montréal, des pluies à Mexico et Vancouver. Côté température, on notera 21 degrés à New York ainsi qu'à Montréal, 28 à Miami, 28 également à Mexico et enfin 13 degrés seulement à Vancouver. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on notera Amina, des températures plutôt agréables hein, pour cette matinée. Oui, Au du niveau côté des villes d'Alger. côtières. Petite hausse, c'est ça? Petite hausse, l'intérieur. Si je me rappelle bien de ce qui des cartes d'hier. Voilà, 34, on a 34, 32 degrés. Voilà. Tizi Ouzou, Constantine. Et le Siti. conseil du jour, ne pas laver les voitures. Ne lavez pas votre voiture. Évitez. Voilà, ça va être le conseil du jour de C'est le Mina. conseil du jour. Drôle de conseil, mais bon, allez, on va prendre en Écoute, considération. Non, mais tu as raison. Non, mais ça sert à rien. ça va absolument servir à rien. Exactement. Oui, juste les pare-brises pour qu'on puisse conduire. Voilà, oui, non, ça c'est important ça. Voilà, juste ça. Ça, c'est Juste important. en attendant donc d'avoir de belles pluies qui se chargeront du nettoyage de nos Exactement. voitures. Tout à fait. Merci beaucoup Mina. Mina, on se retrouve tout à l'heure après Avec le plaisir. du midi, après celui de 19h. Un petit point à 9h30. Un petit quoi? Un petit point à 9h30. Avec plaisir. Avec plaisir, accompagné d'un bon café. Ben voilà, on reprend les bonnes habitudes. Merci Ah beaucoup, oui, oui, Mina. Allez, à tout à l'heure. Pause musicale, comme à l'accoutumée, ce sera en compagnie de Salim Chaoui. À tout de suite.
على الكلمة نموت وعلى الحرمة نفنى على الكلمة نموت وعلى الحرمة نفنى يا الكلام الطيشاب وما فيه منا انا شاوي واد الشاوية انا شاوي واد الشاوية انا شاوي واد الشاوية صدر الليل لا تخاف عليا انا شاوي واد الشاوية يا انا شاوي واد الشاوية يا انا شاوي واد الشاوية صدر الليل لا تخاف عليا انا راسي محاينة وموالف بالقيا انا راسي محاينة وموالف بالقيا انا راسي محاينة وموالف بالقيا وما نسحبش الخاينة اللي يدور عليا انا شاوي واد الشاوية انا شاوي واد الشاوية انا شاوي واد الشاوية صدام الليل ولا تخاف عليا يا انا شاوي واد الشاوية يا انا شاوي واد الشاوية انا يا شاوي واد الشاوية صدام الليل ولا تخاف عليا Et de retour, c'était donc pause musicale en compagnie de Salim Chaoui. À présent, Ahmed Gregar, c'est notre ami parmi nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Nora, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, naharkoum barouk. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Avec une nouvelle pas très... Un peu triste. Un peu triste. Un Beaucoup, peu- même. Beaucoup, bien sûr, le cœur Beaucoup serré, même. bien sûr, il y a beaucoup de chagrin, mais que, Oui. Allah, voilà. On ne s'attendait pas, hein. Finalement. Non, pas du tout. C'est survenu donc le 1er mai où nous Exactement. avons perdu notre figure Voilà, l'une des savants donc, Exactement. de l'Algérie. Voilà, c'est une personnalité qui a marqué son temps. C'est un peu particulier, Ahmed, parce que c'est de père en fils. Exactement. Donc, c'est un peu. Il a toujours vécu sous l'ombre de son père, donc il a fait le travail, donc il vénérait son père, il avait beaucoup de respect pour son père. C'est lui-même qui s'est chargé de rédiger les mémoires de son père. Donc voilà, il est parti comme ça, donc ça a pris quelques temps. Quelques mois, donc il est tombé malade et voilà, on a été surpris, on a été choqués lundi 1er mai. 1er mai. Exactement, hop, l'information est tombée. Parce que nous, enfin moi je le connaissais personnellement, on s'attendait à ce qu'il s'améliore, à ce qu'il soit un peu mieux. C'est ce qu'on se dit, hein, tant qu'il y a la vie, il y a de pour qu'on l'espoir, on aille s'attend toujours lui qu'il y ait rendre des visite, améliorations. mais bon, le destin a été plus rapide. Oui. Parce que ils étaient, avec Cheikh Tahar, ils étaient trois. Oui. Autour de lui, il y avait Dr Gaher, Allah yarhamou, Allah qui yarhamou, est oui. décédé Oui. il y a quelques années. Il y avait Cheikh Saleh, son fils aîné. Et il y avait Amil Haj Ouali Snoussi, Allah yarhamou wa tani, qui est parti une semaine avant, 10 jours à peu près, avant, le jour de l'Aïd. Oui. Il est décédé le jour de l'Aïd, donc avant Cheikh Saleh. C'était les trois qui étaient autour de Cheikh Tahar, qui l'accompagnaient partout, qui étaient dans toutes la reconstruction, dans tous les projets de Tamoukra, la reconstruction de la Zaouia, les médiations. Donc, quand il y avait les grandes questions, ils se déplaçaient, les colloques, quand ils étaient invités. Donc, c'est les quatre. Dieu, Allah a voulu que Cheikh Tahar Arbit Wal Fi Amro, oui. À 106 ans. à aujourd'hui. 106 ans. Donc, Nous avons grandi avec lui, hein, donc toujours Oui. Particulièrement Istima al-Ahilla, Voilà, la veille de exactement, le Ramadan, plateau du croissant, il est tchèque de l'Aïd. de l'Aïd, exactement. Et puis, c'est des gens qu'il faut connaître, Voilà. parce que c'est des gens qui sont très très sages.
j'ai eu la chance de les connaître, donc ils sont là, surtout quand il s'agit de problèmes familiaux, problèmes de voisinage. Donc ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils trouvent toujours le mot qu'il faut pour apaiser, le mot qu'il faut pour calmer, le mot qu'il faut pour rassurer. C'est des gens, ils sont très nécessaires, indispensables pour l'équilibre des sociétés. Et on les a vus à l'œuvre. ربي يرحمهم في ثلاثة ربي يطولوا في عمره الشيخ طاهر بركة. Voilà, donc, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein, voilà. Oui. Ça m'a un peu rappelé notre ami aussi, Megari, Issa Megari, qui est parti très jeune, encore plus jeune, et voilà, donc ça fait partie de la vie. Des personnes qui ont beaucoup donné pour la société, qui ont beaucoup donné pour le savoir, pour la science, pour la religion aussi, pour la religion musulmane, effectivement. Donc toujours donc à travers les médias, avec leur sagesse, avec leur humour aussi, avec leur présence. Exactement, ils avaient toujours le mot, surtout donc, le tact. C'est une éducation par l'exemple, c'est une éducation par les histoires. Donc, quand ils veulent envoyer un message, ils ne vont pas tout comme ça. Sinon, ils te racontent une histoire, ils te disent voilà ce qui s'est passé un jour. Et bien sûr, le faire, comme on dit chez nous. Ils sont tout le temps, ils maîtrisaient la langue, ils maîtrisaient les deux langues, bien sûr. Donc, ils étaient dans l'enseignement pratiquement. Cheikh Saleh, il est né en 41. Il a appris le Coran chez son grand-père, Cheikh Mouqran, à la Zawiya. Là, on voit une très vieille photo. À gauche, c'est Cheikh Tahar, il était plus jeune. Au milieu, c'est Cheikh Saleh. Et à droite, c'est Dr Gahar, Allah yarhamou. Donc ça, c'est au moment pratiquement, on ne les reconnaît pas sur oui, cette photo. Ils étaient un jeunes, radical de vie. Bien sûr, Et ça, c'est juste avant, ou peut-être c'est pendant la Révolution. Donc, c'est quand la Zawiya a été bombardée en 1956, quand ils sont tous partis se réfugier. Donc, la population s'est dispersée et les étudiants de la Zawiya sont tous partis avec à leur tête Cheikh Tahar, qui était le cheikh de la Zawiya. Là, c'est une photo de Cheikh Saleh avec son père. Donc, tout le temps avec le sourire plein la bouche. Beaucoup de complicité qui se dégage. Beaucoup de complicité qui se dégage. D'ailleurs, c'est resté ce genre de photos parce qu'ils en ont plusieurs. Donc, le père et le fils, ils en ont plusieurs. C'est resté comme une véritable référence. Lorsqu'on veut parler de complicité, d'échange entre père-fils, c'est cette photo-là ce genre de photo qu'on va se partager. Voilà, c'est deux icônes. Et on voit donc toujours le fils qui était très disposé pour son père, il était à ses côtés, donc il l'aidait. En même temps, il s'effaçait devant son père, donc il fallait voir la relation. Une fois, on était à la mosquée Ouma Saint-Eugène, il y avait une hafla, donc c'était un Muharram, je crois, et Cheikh Tahar était invité. Et Cheikh Gahar était là, donc Dr Gahar était présent. Cheikh Tahar a donné un dars, une conférence comme ça sur l'occasion. Et puis l'imam, Cheikh Hamdan, a demandé à Dr Gahar de passer, de prendre la parole aussi. Il a refusé. Il lui a dit, après mon maître, je ne peux pas parler. Malgré qu'en termes de diplôme, en termes de... C'est quand même une preuve de respect assez très profond. Et Cheikh Hamdan n'a pas hésité à le dire en public pour donner l'exemple. Ça, c'était à l'Observatoire. C'est toi qu'on voit là-bas? Exactement. On avait invité, à l'époque, on organisait un cercle de lecture. Et nous avions on a eu la chance de recevoir Cheikh Tahar. Donc on voit son fils avec le livre d'or du Krag. Et à droite de Cheikh Tahar, on a debout c'est Mohamed Barrami, et à côté l'Arbi Yarhamou, et à côté Cheikh Reda Bstanji. Donc il y avait tout le monde, il faut voir quand Cheikh Tahar se déplace quelque part, donc c'est la foule. Un fédérateur. Exactement, et on ne comprend pas Rabbi Ja'alou al-Qaboul. Ça, c'est une très vieille photo, c'est un colloque, on voit Cheikh Saleh en veste bleue au milieu, donc à la première rangée. Donc on voit Cheikh Saleh à la veste bleue avec ses lunettes qui pendent sur la poitrine. C'est lui. Donc souvent, il partait quand son père ne pouvait pas se déplacer. C'était lui qui partait. Il le représentait. Exactement.
Donc, et aussi, donc, bien sûr, il était à côté, mais ça ne l'a pas empêché aussi de produire, Voilà. parce que lui, il était dans l'enseignement, il a terminé sa carrière en tant que directeur d'une école. Je crois qu'il était dans l'enseignement secondaire. Après sa retraite, donc il a commencé une vie d'intellectuel comme il se doit. Il a commencé à écrire des livres. C'est le premier qui a fait un travail sur Cheikh Mouloud al-Hafidi. Déjà à l'époque, personne n'en parlait. Donc, il me disait, Rabbi yarhamou, donc avant de commencer le travail, il a demandé la permission de son père. Est-ce que je peux? Et bien sûr, son père lui a dit bien sûr. Oui. Donc, il a fait un travail de ex nihilo. Donc, il est parti de zéro. Il n'y avait rien de fait sur Cheikh Mouloud. Donc, c'est Travail d'investigation, encore d'investigation, des enquêtes in situ. Donc, il est parti chercher les élèves, ceux qui étaient encore vivants à l'époque, fin des années 80, début des années 90, les documents qu'il a pu collecter. Donc, il est parti à la Bibliothèque nationale pour consulter les revues qu'il y avait, les journaux de l'époque. Et puis, donc, à la suite de ça, il a fait la collection des fatawa de Cheikh Mouloud al-Hafidi qui ont été publiés de son vivant. Donc, il en a fait un deuxième livre. Donc, encore un travail sur Cheikh Mouloud al-Hafidi. Cheikh Mouloud al-Hafidi, c'est l'une des plus grandes sommités de l'Algérie, si ce n'est du monde musulman du XXe siècle. Donc, moi, en particulier, j'ai beaucoup d'affection pour Cheikh Mouloud parce que c'était le seul astronome à l'époque. Après ça, donc, il a fait le travail, il a rédigé les mémoires de son père. Donc, il lui a donné un titre. C'est Cheikh Mohamed Saleh Sadder qui a donné le titre. Pardon, avant ça, il y avait le Suhuf al-Tasawwuf al-Jazairiya, les journaux du soufisme en Algérie, de 1920 à 1955. Tasawwuf, c'est bien sûr le parent pauvre de l'intellectuel Oui. chez nous maintenant, qu'il a publié. Donc c'est aussi un travail de chercheur. Donc à son âge, il partait chercher aussi. de collecte d'informations. Donc c'était les microfilms et microfiches à la Bibliothèque nationale qu'il allait, donc il travaillait. Et puis Rihlat Qarn, c'est Min Umr al-Allama Cheikh Mohamed Tahar Ayt al-Jid. Donc c'est les mémoires de Cheikh Tahar. Et dans les mémoires de Cheikh Tahar, il a 106 ans aujourd'hui. 106 ans, là, il barak. Et dans les mémoires de Cheikh Tahar, incluses, il y a les mémoires de Cheikh Saleh. Oui. Parce que bon, c'est son fils, bien sûr. Ça va de soi, ça reste quand même une vie commune. Voilà, exactement. Beaucoup de partage. Et quand il racontait un peu quand ils se sont déplacés de la marche qu'ils ont eu à faire en 56 en partant de Tamoukra jusqu'à Tunis à pied, donc le contact qu'ils avaient avec un Méroche, plein d'histoires comme ça, des anecdotes. Il y a des choses que je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu as tout raconté? Il m'a dit, oui, mais pas tout, parce qu'il y a certaines choses, la misère qu'on a vécue, je lui ai dit, non, nous, on voulait ce témoignage, c'est ce qu'on cherche, on cherche vraiment ce qui a été vécu, ce que vous aviez mangé pendant la traversée. C'est vrai que le fait est là, mais ce sont toutes les anecdotes qui tournent autour, qui donnent qui relèvent un petit peu l'importance de l'information. Parce que je ne sais pas, un peu, il était un peu pudique, quoi. Donc, il est trop fort de raconter ce qu'ils ont mangé, les journées qu'ils ont passées sans rien manger, sans avoir rien sous les dents. Donc, ce qu'ils avaient comme souliers, si on peut appeler ça des souliers. Donc, les pieds qui saignent, le visage qui sèche carrément. Donc, c'est la traversée, et puis il y avait les lignes les mines, les histoires, le barbelé, l'électricité, les lignes électrifiées. Donc, il devait créer le passage, donc tout ça, donc c'est vraiment... Et puis l'installation en Tunisie, puis la Libye, donc toutes ces aventures. Donc, il l'a raconté, mais à sa façon un peu très pudiquement, comme ça. Donc, subtil et pudique, voilà, donc il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre. Et puis, le dernier de ces publications, c'est Zawiyat Cheikh Sidi el-Idli, Manarat Ilm wa Jihad wa Ribat. Donc, ça, à la fin, il donne aussi toute la liste des étudiants de la Zawiya qui sont décédés en martyrs de la révolution algérienne. Et c'est une histoire. Donc, il a laissé, j'imagine, beaucoup de projets comme ça, inachevés sûrement. Comme tout savant d'ailleurs. Exactement, comme tous les intellectuels.
Donc on a perdu comme sage dans la société, on a perdu comme intellectuel, on a perdu comme guide, on a perdu comme référent dans la société. Rabbi yarhamou wa yawassa alayh. Lui, c'est aussi ses copains, ses amis, Cheikh Dr Gahar et Ami Wali Snoussi, Rabbi yarhamhum, on les a perdus comme ça, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont fait beaucoup de choses avec eux Oui, aussi. oui. Comme disait Hamid, qui est le fils aîné de Ami Wali Snoussi, parce que c'est des amis, il me dit oui, mais c'est vrai, mais ils ont préparé leur départ, donc toute leur vie, ils ont travaillé sur ça, donc ils sont partis avec un background. Rabbi yataqabbal minhum, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère en tout cas. Allah yarhamou Saïd. Donc c'était un hommage que tu as choisi aujourd'hui de rendre à Mohamed Salah Eid Al-Jed. Donc il nous a quitté le 1er mai dernier à l'âge de 82 ans. 2 ans, exactement. Jeune, il est parti comme ça, il était très bien, il est tombé malade. Aujourd'hui, il y a un autre événement, donc si tu permets une autre, c'est à la Bibliothèque nationale, c'est le 10e anniversaire de la création de l'association Shama. Donc on va évoquer tout ce qu'a fait l'association et bien sûr l'œuvre de Shama Rabbi yarhamha, sa sœur Khadra, son père Si Mohamed et toute la famille des Boufdji, tout ce qu'ils ont fait pour l'enseignement à Alger et l'enseignement des filles surtout particulièrement. Donc c'est 10 ans, donc c'est un peu faire le bilan, donc une petite halte dans le parcours pour ouvrir des perspectives et voir ce qui se pointe à l'horizon pour l'association. Ce sera à quelle heure? À partir de 13h, à la Bibliothèque nationale, au Salon Rouge. Voilà. Inch'Allah, rendez-vous pris. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, pour ce bel hommage. D'ailleurs, c'est ce que tu fais chaque samedi, d'ailleurs. Mais là, c'est un peu... désolé. C'est un peu plus profond, parce que ça reste quand même une connaissance personnelle. Exactement. Voilà, c'est vrai qu'on est un peu plus touché. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, sinon, rendez-vous pris pour la Bibliothèque nationale cet après-midi à partir de 13h. Merci. Merci à vous. Ahmed, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Adrar, en compagnie de Hicham Daou. Lui qui s'est intéressé à travers ce reportage à la préservation, la conservation des manuscrits, un sujet qui te tient à cœur toujours, Ahmed, n'est-ce pas? Et donc, il s'est déplacé au niveau du centre de la préservation et la conservation des manuscrits à Adrar. On se retrouve juste après. Nous sommes à 1500 km au sud de la capitale Alger, plus exactement dans la wilaya d'Adrar. Un centre national des manuscrits a été créé dans le but de rassembler et cataloguer le maximum de manuscrits qui se trouvent dans les différents endroits du pays. Jusqu'à maintenant, on a recensé plus de 75 khizana, ce que veut dire une bibliothèque privée, où il y a des manuscrits. 75 khizana qui contient plus de 9165 manuscrits. Nous avons fait le déplacement dans l'Aqsar Koussam, toujours dans la wilaya d'Adrar, pour constater de près les conditions de préservation des manuscrits. Le cheikh de la Zawiya accorde une importance capitale à ces manuscrits. Notre bibliothèque contient plus de 300 manuscrits. On y parle d'histoire, de sociologie, d'astronomie, de pratiques religieuses. Jusqu'à aujourd'hui, les gardiens de ces bibliothèques traduisent et analysent pour les autochtones des documents pour la répartition des terres. Ces manuscrits sont considérés comme waqf. On ne peut ni les déplacer, ni les vendre. Les responsables du Centre national des manuscrits nous ont sollicités. Nous avons mis à leur disposition nos manuscrits. Nous avons continué notre voyage au cœur du Sahara. Nous avons été surpris en apprenant que chaque sar avait ses propres manuscrits, des centaines parfois. Nous sommes dans l'Aqsar Beni Mahla, qui dispose d'une bibliothèque. Elle est gardée soit par le cheikh de la Zawiya ou par un groupe. Les manuscrits parlent le plus souvent d'histoire ou donnent des indications pour trouver l'eau. Ces derniers temps, beaucoup nous demandent des manuscrits. Nous sommes devenus méfiants. Nous avons des centaines de manuscrits dans la région du Gourab. Le grand problème est que les cheikhs refusent de remettre les manuscrits au Centre national des manuscrits. Ils préfèrent qu'ils soient catalogués sur place.
Cette méfiance est due à une confiance perdue, suite de nombreux cas de vol intellectuel et de plagiat. Des chercheurs s'attribuent les droits d'auteur et même certains les vendent à des étrangers qui disent que ce sont leurs œuvres. Une meilleure méthode de collaboration entre le Centre national des manuscrits et les propriétaires de ces derniers demeure plus que vitale pour la sauvegarde des milliers de manuscrits qui recèlent l'histoire de tout un peuple et de l'humanité tout entière. Manuscrit au niveau de Adrar, c'est Hicham Dao qui s'y était intéressé. Cette fois-ci, nous allons revenir à une actualité qui a duré tout au long de la semaine. Une actualité, j'ai envie de dire, d'ordre d'urgence, puisqu'on va parler de sensibilisation à la toxicomanie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, professeur Mohamed Chakali. Bonjour. Merci beaucoup, merci de nous Bienvenue aider Merci à vous pour tout ce que vous faites sur terrain, surtout. Ce fléau, merci beaucoup. Voilà, alors on s'est déjà vu il y a quelques mois à peu près pour la même initiative, une initiative qui était un petit peu similaire, encore une fois, aller vers la population, encore une fois, sensibiliser à cette question. Mais sinon, professeur Chakali, ici, on va donc vraiment dans cette j'ai envie de dire, insister sur la question. Est-ce pour autant, on va dire que la situation de la toxicomanie est inquiétante en Algérie? Oui, elle devient inquiétante. La dernière fois que j'étais venu, madame, merci beaucoup de me réinviter. La dernière fois que j'étais venu, c'est dans le cadre d'une semaine de sensibilisation, de prévention générale. Prévention, effectivement. Mais ce sujet est tellement préoccupant que notre ministère a senti qu'il fallait encore insister. Et cette fois-ci, c'est la première fois que ça arrive au ministère de la Santé. On a consacré une semaine entière à la sensibilisation, à la prévention, à la communication sur ces questions de la consommation de substances. Nous n'aimons pas beaucoup le terme toxicomanie qui est péjoratif, le terme de drogue aussi qui est un peu péjoratif, parce que ce sont des maladies. Et on veut justement faire passer ce message-là pour que les personnes qui sont atteintes et leurs familles changent de regard. Parce que ce n'est plus, comme par le passé, une question de répression, ce n'est plus seulement, ou bien sûr qu'il faut de la répression, mais ça ne suffit pas. Tout le monde entier sait que maintenant, la répression ne suffit pas, qu'il va falloir associer les malades eux-mêmes, que nous considérons depuis 2004, au regard de la loi algérienne, comme des malades. Donc il faut les mobiliser pour qu'eux-mêmes, et je suis certain que ceux qui m'écoutent d'entre eux maintenant, confirment le fait qu'ils veulent tous s'en tirer. C'est vrai. Mais ils ne peuvent pas s'en tirer. Et c'est tout là, toute la question est là. Alors justement, professeur Chakali, là vous relevez un point très important, c'est que au départ c'est un piège. C'est vrai qu'au départ, même si on en parle, mais les jeunes, on le sait, parfois ils ont envie de vivre leur propre expérience et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. Mais très vite, on sait que ce n'était pas la bonne décision. Et effectivement, ce que vous dites, c'est qu'ils veulent s'en tirer, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Mais finalement, pourquoi ils ne savent pas, pourquoi ils ne peuvent pas s'en tirer, particulièrement quand ils sont seuls? Oui, nous sommes là, madame, aujourd'hui pour montrer le chemin. Parce qu'il y a un chemin, le chemin existe, les moyens existent, et je vais peut-être même détailler un peu. Oui. Mais il y a un dispositif, en tout cas au ministère de la Santé, pour prendre ces jeunes-là, parce qu'en général, ce sont des jeunes par la main, pour les aider à s'en sortir. Et pas seulement le ministère de la Santé, parce que c'est l'affaire de tous. La famille en premier lieu. D'autres ministères aussi, d'autres secteurs qui sont très engagés aussi. Le ministère de la Santé a mis en place un dispositif très important, on en a parlé, on le répète, il n'y a pas une wilaya maintenant, pratiquement, où il n'y a pas un centre de soins. Qu'il s'approche de ces centres. Qu'il ne se décourage pas. Parce que nous savons dans ces maladies-là, et nous disons que c'est des maladies parce que vraiment médicalement ce sont des maladies. Ces substances transforment le cerveau de la personne, qui devient dépendante, qui devient tolérante à la substance. Donc la substance fait partie du corps de l'individu, à force. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est des étapes. Au départ, c'est une espèce de jeu. C'est une curiosité. Oui. Et nous savons que l'adolescent, le jeune, est très curieux, veut toucher à tout, veut imiter,
Donc il y a une espèce de consommation, j'allais dire, récréative, expérimentale. Ensuite, on tombe dans l'addiction et on arrive à faire un état addictif où le seul souci qui se pose pour ce jeune le matin au réveil, c'est comment je vais trouver ma dose. C'est la question qu'ils se posent tous le matin. Et ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir le dose. Et c'est la question cruciale parce que comment je vais trouver ma dose, après ça va ouvrir la porte à d'autres fléaux finalement. Absolument. Là, il y a d'abord l'impact sur la vie scolaire, universitaire et professionnelle, et même familiale de l'individu. Donc vous savez très bien que ce changement de comportement va complètement perturber la personne et va la rendre inapte à vivre en société, va la rendre inapte à acquérir du savoir, va la rendre inapte à maintenir une stabilité sociale. Donc la substance modifie la personne. Donc ce changement, il est en plus graduel et il ne peut aller qu'en s'aggravant. Et cette perturbation, elle atteint aussi la famille. Et vous savez combien c'est lourd pour une famille de découvrir ça. C'est extrêmement pénible à vivre. Là, justement, mon message, c'est celui-là. Il ne faut pas que la famille, qui est un élément essentiel dans notre pays, absolument rien ne remplace la famille dans notre pays. Absolument rien, je le dis en tant qu'institution. Le ministère de la Santé ne remplacera jamais la famille. Dans toutes les maladies, et particulièrement dans celle-là, le rôle de l'accompagnant, de contenant, il est essentiel. Et nous sommes un pays qui est fait comme ça, qui est fait structurellement comme une famille. Et on ne peut pas faire l'économie de la famille dans notre pays. C'est une culture. Nous ne sommes pas le seul pays à vivre comme ça, mais nous sommes comme ça. Donc, la famille a un rôle essentiel. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux d'un côté, quand elle n'est pas absente. Parce qu'il arrive qu'elle le soit. Il arrive qu'elle soit découragée. Il arrive qu'elle soit rejetante. Et c'est l'appel que je fais. À aucun moment, il faut être rejetant. L'idée est de justement reconsidérer la question, parce que maintenant, il s'agit de malades. À la limite, ils sont tombés dans un piège. Donc nous devons les tirer de ce piège. Et comme c'est l'essentiel, ce sont des jeunes. Donc c'est précieux pour la société. Et c'est une énergie. Et c'est un nombre. Donc il faut, nous sommes un pays de jeunes, donc il faut que nos institutions fassent cet effort. Et nous sentons que, c'est une problématique mondiale, le monde entier souffre des addictions. Notre pays est peut-être plus touché. Notre pays peut-être n'était pas préparé à ça, parce que nous avons eu, à travers les siècles, une consommation de substances, j'allais dire, paisible, traditionnelle, culturelle, sans criminalité. Parce que la drogue n'avait pas cette valeur marchande aujourd'hui. Derrière maintenant, il y a des trafiquants qui ont un business derrière. Derrière, il y a peut-être aussi une intelligence. Il faut absolument faire très attention. Nous sommes visés en tant que pays. Donc nous devons absolument mettre en place tout ce dispositif. Dans ce dispositif, il y a un volet prévention qui est essentiel. Le soin ne suffit pas. D'abord la prévention. Alors justement, professeur Chakali, par rapport à ce dispositif et par rapport à toutes ces démarches donc, du ministère, des différentes institutions, ça reste quand même un travail, j'ai envie de dire, multidimensionnel, parce que finalement, ce n'est pas que la famille, ce n'est pas que le jeune lui-même ou le malade lui-même, mais c'est toute la société, parce que si la société elle-même, elle est stigmatisante, si la société elle-même, elle est rejetante, si la société elle-même, elle juge, donc finalement, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour le soin, pour le suivi et surtout pour convaincre toutes ces personnes qui sont tombées dans ce piège-là à revenir à la raison, j'ai envie de dire. Absolument, c'est un phénomène de société, que ce soit dans sa partie, j'allais dire, de son déterminisme. Il est déterminé par des faits qui sont multifactoriels. Et il n'y a pas que la santé, effectivement. Les difficultés sociales des jeunes actuellement. Et nous voyons les indices. L'harka, la malvie, j'allais dire aussi les difficultés que trouvent les jeunes à exercer du sport, à faire de la musique, à s'épanouir. Donc tout ça sont des déterminants de ce phénomène. Que ce soit pour le sans déterminisme
ou bien pour les solutions qu'on doit apporter, ça ne peut être qu'un travail de société. Aucun secteur ne pourra tout seul résoudre ce problème. Donc les écoles, le ministère de l'Éducation, les mosquées aussi font un travail Absolument, colossal. il y a un travail qui est fait, qui est multisectoriel, qui doit être encore, j'allais dire, affiné. Parce que, par exemple, dans le domaine de la prévention, les messages à passer, on doit les trouver. Ce ne sont pas que les messages de haram où ça touche à la santé. Ça, les gens le savent. Ils sont les premiers à le savoir. Ils le savent très bien. Mais il faut faire passer des messages, d'abord qui sont lisibles par les jeunes. Il faut utiliser les bons vecteurs. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Il faut utiliser les moyens aussi. Ce n'est pas forcément un discours. Ça peut être un dessin animé, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un jeu. C'est vraiment parler au subconscient, carrément, de l'individu. Et il faut s'ingénier à trouver la façon de faire passer des messages et de rendre le jeune, et je lui dirais même l'enfant au primaire, de le rendre le premier acteur de la prévention. C'est lui le premier acteur de la prévention. C'est vrai que les enfants ont un impact quand même assez important sur les adultes. Ils peuvent transmettre le message aux adultes et ils peuvent eux-mêmes se préunir. Un enfant qui fait du théâtre sur ce sujet-là, à 5 ans, 6 ans, et c'est possible. On peut aider des jeunes à faire une pièce. Un enfant qui fait une pièce de théâtre sur ça, ça devient lui-même le porteur du message. Et ça devient une autoprotection. C'est lui-même qui va se protéger. Par exemple, les mouvements associatifs aussi. J'ai beaucoup travaillé dans les associations personnellement. Les associations qui viennent pour lutter contre le tabac, par exemple, sont faites de bénévoles qui ne seront sûrement pas des fumeurs. C'est eux qui vont porter le message aux adultes. Donc au moins, on a gagné cela. Donc si on pouvait étendre ces façons de faire, c'est vrai que c'est laborieux, c'est difficile, c'est pas évident, mais si on pouvait, par exemple, même dans les cursus de formation, primaire, moyen, secondaire, si on pouvait introduire avec intelligence, j'allais dire, entre guillemets, ces messages-là, on aura tout gagné. Et on n'a pas, de toute façon, mondialement, les gens font ça dans d'autres pays. Et il faut qu'on fasse de la prévention précoce. On parle même de prévention avant la naissance. Les couples qui vont avoir des enfants, on doit renforcer leurs compétences pour qu'ils puissent ne pas s'alarmer, faire attention pour que leur enfant ne tombe pas dans ce piège-là. Et même si c'est découvert, parce que ça peut arriver, qu'ils aient les bonnes pratiques pour pouvoir réduire l'impact de ces substances. Et les substances, elles deviennent extrêmement inquiétantes. Maintenant, ce sont des bonbons qu'on donne aux enfants. C'est vrai. Oui, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu ça à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que c'était très alarmant. Dans ce sens, professeur Chakali, justement, nous avons un reportage que l'équipe de la rédaction de l'information a préparé autour de la consommation de substances. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après. Pour Hassan, tout a commencé par une simple curiosité, une envie de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux plaisirs. Une première dose de drogue est prise, puis une seconde. Au fil des jours, la toxicomanie s'installe et depuis, c'est littéralement la descente aux enfers. Entre cures de désintoxication et multiples rechutes, Hassan est entre autres dans une spirale infernale. La première fois, c'est un ami qui m'avait proposé un comprimé, sous prétexte que ça pouvait m'aider à décompresser et à vaincre ma timidité. Pour moi, c'était une simple expérience. La sensation était agréable et c'est devenu une addiction. Ma vie a basculé. Son comportement était inhabituel, il avait commencé à sortir tard le soir. Selon son humeur, je pouvais savoir son état. Quand il était euphorique, je comprenais qu'il était sous l'influence des psychotropes, car quand il est sobre, il est vraiment de mauvaise humeur. Déterminé à reprendre sa vie en main et redevenir maître de sa personne, Hassan s'est rendu au centre de désintoxication de Constantine pour demander une prise en charge, accompagné de ses proches qui l'ont soutenu dans sa démarche. Il a demandé de l'aide car il est déterminé à entamer une nouvelle vie. Il faut avoir une volonté de faire pour pouvoir s'en sortir et changer sa vie à nouveau.
Selon les statistiques du premier trimestre de l'année en cours, 425 cas de toxicomanie ont été pris en charge, dont 143 nouveaux cas, et ce à travers une désintoxication médicamenteuse et un traitement psychologique. Les séances de psychothérapie sont nécessaires, pas seulement pour les patients, mais aussi pour leur famille. La désintoxication est long et dur chemin à parcourir. Dans la plupart des cas, les patients rechutent et retombent dans l'addiction. D'autres, à l'exemple de Hassan, choisissent de continuer sur la voie de la guérison et de l'espoir d'une vie meilleure. Espoir d'une vie meilleure, voilà donc un point quand même assez positif. Donc on a vu à travers les statistiques, donc ça c'était que dans la région de l'Est de l'Algérie, donc quand même des statistiques assez alarmantes, même si c'est 400, un peu plus de 400 selon le reportage, qui ont décidé d'aller se faire soigner dans ce centre-là, donc rien que dans ce centre. Donc on imagine que les statistiques sont beaucoup plus importantes que cela. Donc ça, ce sont les personnes qui ont décidé, qui ont vraiment pris la décision d'aller se faire suivre, d'aller se faire soigner. Donc il doit y avoir certainement, donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc certainement il doit y avoir d'autres personnes qui n'ont pas encore finalement pris la décision et c'est un peu cette cible-là finalement que toute cette campagne essaye de convaincre. Oui, absolument. Si on doit faire une estimation, on n'a pas d'étude très précise du nombre de consommateurs dans notre pays et c'est une vraie gageure d'avoir le nombre de consommateurs dans le pays. Mais en faisant des recoupements et en faisant un peu référence au travail des associations qui ont fait des enquêtes, on peut estimer qu'il y a 300 à 400 000 consommateurs dans notre pays. C'est une estimation, c'est énorme. Mais parmi ces 300 à 400 000 consommateurs, il y a, j'allais dire seulement, 27 000 personnes qui sont venues dans nos centres dans le pays pendant l'année 2022. Ce qui est encourageant, c'est que nous avons eu 27 000 personnes qui ont demandé des soins en 2022. Nous n'avons que moins de 9 000 en 2012. Donc 10 ans après, le chiffre s'est multiplié par 3. C'est encourageant. Ça veut dire que les gens demandent plus à se soigner. Ça veut dire aussi que les structures se sont plus développées. Et nous restons quand même, je l'admets, face à de grands défis, parce que s'occuper de ces maladies-là nécessite des moyens, surtout humains. Les murs sont là, mais le personnel manque. Le personnel manque en quantité et surtout en qualité. Ce sont des formations qui n'existent pas dans les cursus initiaux. Le ministère de la Santé est obligé de faire recours à des formations complémentaires des médecins et des psychologues pour pouvoir traiter de ces personnes-là. Notre collègue parlait de psychothérapie. Effectivement, la psychothérapie nécessite des formations adaptées au sujet. Malheureusement, les formations initiales, la formation des psychologues par exemple dans notre pays, il y a très peu de contenu dans la formation initiale. On est obligé de recourir à des formations continues que nous assurons, pas avec le nombre que nous souhaitons, parce que effectivement, ça exige des moyens énormes et ça exige aussi un engagement de la part des personnels. Il faut aussi dire que ce tabou touche aussi la communauté médicale et que même parmi les médecins, il y en a qui ne veulent pas s'occuper de ce genre de malades. D'ailleurs, ils peuvent ne pas considérer que ce soit des malades, c'est le libre choix. Mais il faut trouver ces personnes, ces collègues engagés. Et alhamdoulilah, nous commençons à en avoir. Je suis très content d'apprendre qu'il y a une petite communauté de médecins addictologues formés qui se constituent en groupe de travail, qui ont un petit réseau et qui se renforcent mutuellement. Mais ça viendra avec le temps. Fatalement, il va falloir de la patience. Ce sont des sujets qui nécessitent du temps et surtout de l'espoir, de l'espérance et de l'optimisme. Il faut être optimiste. Voilà, surtout. Et vous me disiez pendant que le reportage passait, professeur Chakali, que vous jouez, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire, vous donnez beaucoup d'importance à la terminologie, vous donnez beaucoup d'importance aux différentes appellations. Donc aujourd'hui, on parle de service d'addictologie, on ne parle plus de service de psychiatrie. Voilà, c'est en voyant le passage service de psychiatrie, je comprends parfaitement que ce type de malade n'accepte pas l'idée qu'on les traite de malades mentaux. À la limite, il faut aussi qu'on lutte contre, le tabou aussi de la maladie mentale. Et on parle plus maintenant de santé mentale que de maladie mentale. Comme on parle plus d'addictologie, effectivement, quelqu'un qui consomme des substances peut perdre la tête. Et effectivement, il perd la tête. Vrai.
Mais c'est transitoire, c'est dû à un fait qui est identifié et ça a des solutions qui sont connues. La solution, c'est de quitter la substance. Oui. C'est ça la solution. Une fois qu'il quitte la substance, on est tranquille. Mais c'est ça, tout le défi est là. Comment quitter la substance? Comment pouvoir vivre sans la substance? Et maintenant, même les substances les plus, excusez-moi, même les substances les plus lourdes, comme l'héroïne, ont des solutions. Même les héroïnomans, maintenant, on peut leur trouver des solutions pour qu'ils se réadaptent dans la société et qu'ils retrouvent leur place parmi les autres. C'est le traitement à la méthadone. Effectivement. Et la meilleure façon de faire, professeur Chakaye, c'est vraiment de se faire accompagner d'un personnel médical qualifié parce que la rechute aussi, elle est là, donc elle peut subvenir à tout moment. Et la meilleure façon, c'est vraiment d'être entouré d'un personnel qualifié. Donc les centres existent, il suffit juste d'avoir la volonté de s'approcher. Et bien entendu, le personnel est là pour à l'écoute toujours et surtout pour la prise en charge. Et vous le dites bien, madame, c'est que... Il ne faut pas que la rechute nous fasse peur dans ce domaine-là. Elle est au programme. Les médecins formés, comme ceux qu'on vient de voir, savent très bien que la rechute, elle est au programme. Les médecins le savent. Il faut que les familles le sachent aussi. Un jeune qui a consommé, qui a fait un effort pour arrêter, peut très bien, on connaît très bien les tentations, la pression, les commerçants. On sait très bien comment c'est organisé contre nous, contre ces personnes-là. Donc, autant nous, on organise des dispositifs de soins, autant il y a en face une armée, je dirais, qui organise la consommation. Voilà. Donc là, il faut gagner la bataille. Il faut gagner la bataille, effectivement. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs à travers, tout au long de l'année d'ailleurs. Hein. Ce ne sont pas des semaines cycliques, mais tout au long de l'année, c'est ce que vous faites. C'est une mission des centres de soins en addictologie dans toutes les wilayas. La mission de la prévention, elle est égale à la mission de soins. Il faut soigner et prévenir. Et il n'y a pas mieux que la prévention, effectivement. En tout cas, merci beaucoup à vous, professeur Chakaye, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite, en tout cas, un très bon courage, surtout, et beaucoup de continuation pour cette noble mission. Merci à vous, professeur Chakaye. On termine, et cette fois-ci, ça va être une balade à travers ces belles images qu'on vous propose.
De notre ami Riyad Belkhadim. Riyad, bonjour. Bonjour Nolhuda. Comment ça va? Ben, on a la Content. pêche puisqu'on est qualifié. Ah, on est qualifié. En tout cas, on s'attendait à ça. On se disait, on gagne ou match nul. En fait, on s'attendait à ça, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi compliqué que ça. Aussi compliqué, voilà. Alors, c'est ce qu'on disait. ça a bien commencé au Stade Mandela, premier match. On bat la Somalie, tranquille, 2-0. Deuxième match, là, c'est une vraie gifle. On se prend un mur. Le mur s'appelle le Sénégal et on perd 3-0. Ça veut dire qu'il fallait absolument, au troisième match, soit gagner, soit faire match nul. C'est ce qu'ils ont fait hier. C'est ce qu'ils ont fait. Mais in extremis, on a fini un but partout face au Congo. Et on va revoir les images avec le commentaire du direct. C'est les Congolais qui ont ouvert la marque les premiers. Et on va voir les images. Et on revient pour en parler tout de suite après. Et voilà, ça c'est le but congolais en première période. Signé Nzuku. Voilà, et la joie des Congolais, parce qu'à ce moment-là, Nolhuda, c'est le Congo qui est qualifié. À 1-0, c'est le Congo qui passe. Ça explique toute cette joie de l'excellente équipe congolaise. J'imagine la pression mentale. Alors, on est resté éliminé jusqu'à la 73e minute de jeu. Et ce diable d'Anatov, le natif de Tindouf, le capitaine d'équipe, regardez cet amour de ballon au second poteau. Et Anatov qui va glisser. Alors, ce tacle glissé, ça veut dire quart de finale, tout simplement. Et Anatov le sait, et toute l'équipe le sait. Donc, on est, voilà, et la joie du public de Mandela hier qui a soutenu l'équipe. Superbe fin de match. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'être qualifié. C'était dur le match. Très dur. Très dur parce qu'on a en face une bonne équipe. Oui. Cette jeune équipe, je vous rappelle, elle est championne arabe. Souvenez-vous, c'était à Sig et à Oran. On avait remporté la finale face aux Marocains. Et là, le niveau africain est nettement au-dessus du niveau régional, c'est-à-dire le niveau arabe. Et là, ce sont de grosses formations. Il y a surtout, en fait, à ce niveau, à cette catégorie des moins de 17 ans, c'est le physique qui compte. Les gabarits des joueurs de l'Afrique subsaharienne, au même âge, sont plus impressionnants. L'entraîneur national, quand on a perdu 3-0 face au Sénégal, il a dit « j'ai l'impression d'avoir joué avec des seniors ». Tellement c'était difficile. Un match de football se gagne dans les duels. C'est-à-dire celui qui gagne le plus de ballons dans la bataille des duels, c'est celui qui généralement remporte le match parce qu'il a plus de possession de balle, parce qu'il a plus de chances de marquer de but. Et là, sur les duels, les Sénégalais, passez-moi l'expression, ils nous ont bouffés. Et donc ça donne 3-0. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'être qualifié pour les quarts de finale. Et les quarts de finale, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer une place pour les demi. Et une place pour les demi, c'est une place en Coupe du Monde. On va écouter au micro de la télévision algérienne, juste après le match en direct, Arsqi Rman, en arabe, dans le texte, qui est très heureux d'avoir remporté ce match et surtout d'avoir la chance de jouer cette finale pour la Coupe du Monde, parce que l'objectif des Algériens, le premier, avant de gagner le tournoi, c'est d'aller en Coupe du Monde. Alors on va écouter Arsqi Rman. صحيح أن الأهم هو التأهل. صراحة كنا نستناو بلي فريق كونغولي ماهوش فريق سهل، فريق يمتاز بفنيات ولاعبين عندهم السرعة، ولكن كما قلت كما تفضلت حقنا الأهم هو التأهل للدور المقبل، وإن شاء الله كل لقاء إن شاء الله تكون عنده طريقة اللعب تاعو. المهم يعني بعد النكسة ضد السنغال لاعبين تاعنا تأثرنا كثير من الناحية المعنوية، والحمد لله عرفنا كيفاش نعاودوا نولي اللقاء، خاصة رغم أننا تلقينا هدف يعني سذاجه. هذا هو يعني الضغط اللي كان كبير على اللاعبين. الحمد لله عرفوا كيفاش يعاودوا يولوا في النتيجه. ان شاء الله اللقاء الاخير احنا النهائي اللي راهو جاينا بالنسبه لنا احنا راهو نهائي باسكو هذا الهدف تاعنا هو التاهل ان شاء الله لكاس العالم. Voilà, on vient de l'écouter. On sent l'épuisement, hein, Riyad. Il est épuisé parce qu'il a subi beaucoup de critiques après le match du Sénégal, 3-0. Le plus important, c'est pas forcément les résultats, c'est pas forcément le score, c'est le fait de se qualifier. Ça, c'est très important. On espère que le comportement de l'équipe, on dit souvent que certaines équipes montent en puissance avec le tournoi. Souvenez-vous, toute proportion gardée, bien évidemment, l'Argentine avait perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde. C'était un coup de tonnerre en Coupe du Monde et l'Argentine a fini championne du monde au final. Donc parfois, les joueurs sont jeunes, il faut pas oublier que ce sont des grands enfants, mais c'est encore des enfants. Donc psychologiquement, il faut bien les gérer, il faut gérer les défaites, il faut gérer les victoires, il faut gérer les qualifications. Et là, Arman, il a le rôle d'entraîneur, de technicien et d'éducateur aussi. Donc, il doit prendre en charge cette équipe, la préparer pour ce quart de finale. L'Algérie va tomber contre le premier du groupe B
Et ça va être une finale. Il a dit Nihai, ça veut dire une finale. Pourquoi? Parce que le quart de finale nous qualifie pour la demi. Et la demi, ça veut dire Coupe du Monde. Donc, c'est un match. Il leur reste un match pour réussir leur objectif. Le Sénégal, dans le même groupe que l'Algérie, c'est une autre paire de manches. Le Sénégal, il a surclassé le groupe. On va regarder en image le match au stade Shahid Hamlaoui, ça s'est passé à Constantine, entre le Sénégal, leader avant ce match face à la Somalie, et là aussi, pas de détails, la facture est lourde avec les Sénégalais, 3-0 face à l'Algérie, et là, 3-0 face à la Somalie. On va regarder les images. هدف مباغت من جانب المنتخب السنغالي عكس المنتخب الصومالي جيد للاعبين السنغاليين الى فرق ايضا المستوى صراحه المراوغه ممتازه رائعه داخل منطقه العمليه الهدف الثاني بطريقه رائعه الهدف الثاني des génies hein. Ils sont impressionnants. Des génies. Alors, carrément. Je vais vous donner une stat pour vous dire que le football sénégalais actuellement c'est le meilleur football du continent. Championnat d'Afrique des seniors. La CAN au Cameroun, c'est le Sénégal qui est sacré champion d'Afrique. Le CHAN en Algérie, des locaux, c'est le Sénégal qui a battu l'Algérie en finale et qui est champion d'Afrique. Et cette équipe, elle est là pour gagner le titre continental. Et quand on entend les interviews des Sénégalais en fin de match, moi je les ai écoutés après le match face à l'Algérie, j'ai été impressionné par leur maturité. Alors ils ne parlent même pas de la Coupe d'Afrique, cette Coupe d'Afrique des U17 en Algérie. Ils disent, nous on est là pour aller en Coupe du Monde, pour gagner la Coupe du Monde et la ramener au pays. Voilà, c'est vous dire l'assurance qu'ils ont de leur qualité et leur ambition. Ils sont tellement fiers de leur football sénégalais. C'est un football très plaisant. Alors il y a eu la période Côte d'Ivoire, il y a eu la période Ghana-Nigeria. Et là, on a l'impression que c'est la période Sénégal qui est en train de balayer le continent. Et je pense que pour nous, les Algériens, il faut prendre la mesure de ce que fait le travail que fait le Sénégal, c'est la formation. L'école de formation dont est issu les joueurs du CHAN qui ont remporté le tournoi, c'est la même école dont sont formés ces jeunes de moins de 17 ans et même de moins de 15 ans. Donc il n'y a pas de mystère. Le travail et la formation, ça crée le talent. Voilà, et puis il y a toute la passion aussi pour le football. On connaît les Sénégalais et leur passion. La passion ne suffit pas. Je pense qu'il n'y a pas un pays où il y a une plus grande passion du football qu'en Algérie. Tous les facteurs qui sont réunis. Mais tous les facteurs sont réunis. Voilà, tout à fait. Donc nous, on a la passion. Maintenant, on commence à avoir les infrastructures. Il faut avoir les centres de formation et les formateurs aussi. Parce que le centre de formation va avec formateurs. Il faut former des formateurs. Un entraîneur d'équipe senior, ce n'est pas le même métier qu'un entraîneur des petites catégories. C'est un formateur parce qu'un jeune de 13 ans, de 15 ans, il n'est pas encore mature, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas la même... C'est ce que vous avez dit, il y a aussi la fonction éducateur qui vient s'ajouter. Tout à fait. Et on va regarder maintenant, si vous permettez, le classement final de ce groupe qui fait que, on regarde les images, le Sénégal a surclassé le groupe. Voilà, Sénégal, ils ont 9 points, c'est-à-dire une copie parfaite, une copie propre. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. L'Algérie, juste derrière in extremis, 4 points. Elle passe. Le Congo, même très bon avec 2 points, ça n'a pas suffi. Heureusement qu'Anatov a marqué ce but, je vous l'ai dit. Non, il est précieux ce but égalisateur. Alors maintenant, c'est ce qui a fait toute la différence. Voilà, tout peut changer en quart de finale. C'est un tout autre match. Maintenant, le premier tour est passé. Ce sont des matchs à élimination directe. Tu gagnes, tu passes. Tu gagnes pas, tu passes à la trappe. Mais le plus important, c'est que c'est une finale. Vous l'avez entendu avec Alsré Arman. Le match des quarts de finale, c'est une place en Coupe du Monde. Donc l'appel que je fais, c'est que tous derrière cette jeune équipe, il ne faut pas lui en vouloir si elle est éliminée, parce que c'est l'avenir. Il ne faut pas léser l'avenir, même s'ils ne se qualifient pas en Coupe du Monde, ils ont encore de l'avenir, c'est une belle équipe, il faut qu'elle continue à travailler. L'année prochaine, ce sera des U18, donc ils vont passer à une autre catégorie, il faut encore les soutenir. C'est le portail avant l'équipe nationale, donc il faut les encourager. Il y a plein de joueurs qui viennent aussi de l'étranger. Alors c'est une équipe qui est formée de jeunes joueurs de l'académie de la FAF, de la fédération, une autre partie de l'académie du Paradou, et puis la troisième partie, ce sont des joueurs qui viennent de l'étranger, notamment en France, la JOCR, l'AS Nancy-Lorraine, le joueur de Nantes qui vient d'être viré de Nantes, ça a fait une grosse polémique parce qu'il a choisi de venir en Algérie, mais il a tellement de talent qu'il va très certainement trouver un autre club. Même la FAF je pense, a écrit un courrier et à la FIFA et au club pour que le joueur puisse réintégrer son club. Donc, quoi qu'il arrive,
On est tous derrière cette équipe, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. L'important, pour moi, c'est de protéger nos enfants et qu'ils puissent vivre leurs rêves, parce que c'est un rêve. Certains sont jeunes, ils feront peut-être autre chose, ils seront peut-être médecins, ils seront peut-être avocats, ils seront peut-être journalistes, ou alors ils seront joueurs professionnels. Ça ne dépend que de leur carrière. À nous juste de les soutenir et de les encourager. Les soutenir, les encourager. Alors, qu'est-ce qui va se passer les jours à venir? Écoutez, aujourd'hui, c'est le groupe B qui nous concerne, qui va jouer. On saura qui sera le premier et le deuxième. Pour nous, on va attendre ce quart de finale, ce fameux quart de finale où on sera tous derrière l'Algérie. Et on espère que ce match, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on se trouve en demi. Après, advienne que pourra. On pourra, si on passe en demi, peut-être avoir la chance de retrouver le Sénégal en finale, pourquoi pas, et prendre notre revanche. Pourquoi pas Probablement. Voilà, en tout c'est cas, tout pour aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Riyad pour tous ces détails. On se reverra demain. Inch'Allah. Demain, même heure, pour le programme de les suites de la CAN. Juste une dernière info, il y a eu 2 matchs de mise à jour hier très importants. Le CRB qui a battu l'Entente de Sétif dans un grand choc au stade du 20 août. Le CRB qui reprend, qui se donne de l'air et qui prend 8 points d'avance. Je pense que plus personne ne pourra les rattraper pour le Shabab de Belouzed. Et puis la GSK dans son opération de sauvetage, parce que la GSK va absolument se maintenir, ils sont relégables. Hier, victoire importante face à l'USMA dans un grand choc du championnat, victoire 1-0, stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. La GSK a 20 points. À 1 point du Paradou, c'est-à-dire il lui manque un tout petit point pour sortir de la zone rouge avec 2 matchs de retard. La fin de saison en Ligue 1 sera passionnante, même si le titre s'est plié, personne ne pourra aller chercher le CRB. Mais la 2e place est encore jouable. Et la 2e place, Nour Houda, ça veut dire une place en Champions League africaine. Alors le CRB laisse un peu de miettes, mais c'est quand même pas mal pour des miettes une Champions League. Ah ben voilà, donc ça c'était pour clôturer. Merci beaucoup Riyad. Merci à vous. Rendez-vous pris demain pour Bonjour d'Algérie pour donc un peu plus de détails sur l'actualité. Bonne journée sportive. Merci également. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Samira Hadjamar. Avant cela,
est de retour et Samira Hadjamar est parmi nous. Samira, bonjour. Bonjour Noor. Comment ça va Samira? Très bien. Ça se passe bien? Très très bien. Très très bien. On disait ce matin avec Mina Abed, Samira a un coup de cœur très particulier pour la ville d'Alger. Pour l'Algérie, mais c'est la ville non, alors je reprends. Un coup de cœur pour toute l'Algérie, mais un coup de cœur très particulier pour la ville d'Alger. Et le Sud aussi, c'est ce qu'on a dit ce matin. Le Sud, maintenant j'ai découvert le roi, je vais aller à Steve. Tu vas aller découvrir Steve, tu vas... Je ne suis pas fière d'être toute... Non, mais c'est vrai parce que j'habite ici, parce que c'est ma ville. Mais sinon, non, l'Algérie. Et le patrimoine algérien. Et le patrimoine algérien. Et justement, du moment que nous sommes en plein célébration du mois du patrimoine, une autre escale que tu vas nous proposer ce matin, tu nous l'as déjà proposée, mais cette fois-ci avec un autre regard. Un autre regard. Mais en fait, on n'y revient jamais assez parce qu'il y a toujours des choses à dire et du travail qui est fait, des efforts qui sont fournis, des activités qui sont organisées. Et donc, on va à l'Amirauté. On va à l'Amirauté, c'est un endroit emblématique, c'est emblématique pour l'Algérie, pour l'histoire de l'Algérie, mais aussi pour l'histoire de la Méditerranée. Donc Alger, surtout l'Algérie est méditerranéenne, mais Alger particulièrement, puisqu'elle est, Alger est dans les bras de la mer méditerranéenne. Alors, du temps des Phéniciens, c'était un port naturel, donc pour les commerçants qui étaient les Phéniciens, ça s'appelait Icosine. Du temps des Romains, c'était Icosium. Et ça a été détruit par les Vandales, c'est resté comme ça pendant 2 siècles et demi détruit. Je parle du port, donc de l'Amirauté. Et ensuite, ça a été reconstruit par à l'époque des Bni Mzrna, Donc l'Amirauté a une très 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 longue histoire. Elle a surtout une longue histoire pour la défense d'Alger, pour ne pas El Jazair, voilà. Une défense, comment on va dire, qui s'est inscrite dans l'histoire, et pas que de l'histoire algérienne, donc méditerranéenne, et même j'ai envie de dire mondiale, puisque toutes les flottes venaient ici pour essayer de convoiter Alger ou avaient des échanges commerciaux. Donc c'était bien et pas bien. Et des échanges commerciaux avec l'Algérie. Le premier port, c'est le premier port d'Algérie, c'est le port d'Alger, c'est les voûtes Kherdin, c'est Kherdin Barberousse qui l'a construite. Ça s'appelle les voûtes, ça s'appelle le mol, El Moul de Kherdin aussi. En 2007, une très belle initiative est initiée par le ministère de la Culture. On arrive, parce que c'est un lieu c'est un lieu qui appartient aux forces navales, donc c'est un lieu militaire, mais quand même on arrive à avoir les voûtes de Kherdin deviennent un musée, donc musée national public. 2007, il y a un décret qui sort, il est inauguré officiellement, c'est-à-dire ouvert, parce qu'il a subi énormément de restauration, vu que pendant la colonisation française, il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées, cassées, donc ils sont revenus à une restauration. C'est un lieu unique pour moi. Il n'y a pas un autre musée comme ça en Algérie. J'en connais pas d'autres ailleurs. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. On retrouve beaucoup de choses sur l'histoire d'Alger et de l'Algérie au musée maritime. Donc c'est le musée public national maritime. C'est le musée Kherdin. Donc il est intéressant. Parce que donc, depuis 2016, il est ouvert au public. Pendant le mois du patrimoine, donc depuis le 18 avril jusqu'au 18 mai, il est ouvert tous les jours. C'est-à-dire que le public peut y aller, même si c'est une zone militaire, on peut y accéder. Il est à l'entrée de l'Amirauté. Il y a des activités qui sont réalisées, j'ai envie de dire tous les jours. On peut aussi le visiter parce qu'il y a des collections qui sont exposées. Et parmi ces collections, on retrouve des amphores, bien sûr, et on retrouve des canons. Ces canons ont été retrouvés sous l'eau, ont été donnés aussi par les forces navales. Ces canons racontent aussi, il y a aussi des, comment on va dire, des restes épaves, comme celui du Sphinx. Donc c'est l'un des premiers bateaux à vapeur. Il y a eu un dragage qui a été fait il y a quelques années. Il a coulé dans la baie d'Alger. Donc justement, Samira, on peut voir tout ça en image. Reportage. Oui. Donc on peut voir tout ça en image. Un reportage que tu as préparé pour nous. Oui. Voilà. Allez, on va regarder le reportage donc de Samira Hadjamar qui revient sur le musée maritime. Oui. On se retrouve juste après. Il y a ce
patrimoine qui est sous la mer. Ce patrimoine immergé, subaquatique, a un sens très important. Il révèle l'histoire de notre pays. Il est là pour raconter cette histoire de ces navires qui ont échoué, qui avaient un rôle économique, historique, très important pour notre histoire. Témoin de notre mémoire et de notre histoire depuis des millénaires, le patrimoine subaquatique algérien a son musée, un lieu unique qui raconte entre autres toute la puissance et l'épopée de la défense algérienne. Le musée, il est en charge de raconter cette histoire à travers des objets, qu'ils aient appartenu à la côte, à la partie visible. C'est un patrimoine maritime mobilier qui a fini par intégrer le musée, mais aussi par des vestiges archéologiques qui ont été tirés pour la plupart de manière fortuite par des plongeurs et qui ont été restitués au musée, mais aussi par cette noble mission d'inventorier, de documenter ces épaves qui sont sous l'eau et qui nous sont déclarées par des plongeurs ou par des archéologues plongeurs. Et ce jour-là, justement, le Musée public national maritime accueillait une journée d'études consacrée à l'expertise, la documentation et la constitution de l'inventaire des acquisitions muséales. L'identification se fait bien sûr par des spécialistes, des archéologues ou des conservateurs ou des conservateurs en chef. Nous, quand on reçoit une pièce archéologique, je parle du patrimoine archéologique, automatiquement on a des paramètres. Des fois c'est l'objet qui vous conduit vers son identification parce qu'il détient comme renseignement les mesures, le diamètre et tout, parce qu'il y a des paramètres bien précis. Pour ce qui concerne par exemple la céramique aussi, il y a des paramètres, le décor, s'il y a une inscription, et on a aussi le côté de conservation, de l'objet, la matière aussi. Le musée a formé son équipe de plongeurs, a travaillé dessus et a produit énormément de documentation et d'ailleurs qui sont exposées au musée, qui racontent l'histoire de certaines épaves. On connaît l'histoire des 23 canons de l'Hamdania. On a appris à connaître, grâce au travail du musée, l'histoire de l'épave qui transportait des meules en pierre. Nous avons ici au musée les objets de l'épave du Sphinx, qui était le premier navire à vapeur. Nous avons plusieurs objets qui ont été repêchés par des pêcheurs ou par des plongeurs. Par inadvertance, ils les ont tirés de l'eau et quand ils ont compris la valeur historique qu'avaient ces objets, ils les ont restitués et aujourd'hui ils sont exposés, ils racontent leurs petites histoires. Informer, former et documenter sont parmi les priorités du Musée public national maritime pour la protection et la conservation du patrimoine subaquatique algérien. Voilà, donc Samira, un point très important que tu relèves dans ton reportage, l'inventaire, la documentation. Oui, et surtout que par rapport au patrimoine subaquatique, c'est un peu nouveau chez nous, pas que chez nous d'ailleurs. On a un immense patrimoine sous l'eau et comment le gérer est un problème. Parce que l'étudier surtout. On ne peut pas le surveiller, on ne peut pas surveiller tous les gens qui plongent et tout. L'Algérie a plus de 1600 km de côte, donc on a des plongeurs, mais surtout, nous, ce qu'on n'a pas beaucoup, c'est des plongeurs archéologues. Mais bon, les choses sont en train de se faire. Le musée maritime forme des gens. Le CNRA, il y a des archéologues, dont Nazim Ben Salah qu'on a reçu ici. Il est parti en expédition pour il n'y a pas très longtemps pour l'UNESCO, justement pour le patrimoine qui est sous l'eau. On a un trésor sous l'eau. Maintenant, comment le gérer? Les gens, quand ils le tirent, les plongeurs, je ne parle pas des archéologues, quand ils trouvent des choses, par exemple des objets, quand ils les tirent, parfois ces objets se dégradent. Dès qu'ils sont en contact avec l'oxygène, avec l'air,
ils peuvent se dégrader rapidement. Qu'est-ce qu'elle dit, la directrice du musée et tous les gens qui travaillent dans ce domaine? Il faut laisser, il faut prévenir. Il faut peut-être signaler, maintenant la gendarmerie est formée, c'est-à-dire ils sont formés sur le patrimoine, la police aussi, toutes les forces de sécurité. Donc ils peuvent protéger en laissant l'objet à sa place et prévenir des experts. D'ailleurs on le voit, voilà, on ne peut pas forcément les déplacer. L'identification des différents objets. Voilà. Et donc ensuite, bon, quand ça arrive au musée, c'est nouveau, pas que, hein, donc pour toutes les acquisitions, le musée maritime et il y a beaucoup de musées en Algérie, forment les conservateurs, les attachés de conservation à la manière dont il faut traiter ces objets au moment de leur acquisition. Donc le protocole, avant d'y arriver, d'abord on délimite le périmètre, on fait les mesures, on voit la matière, parfois ça part en laboratoire pour des analyses. Voilà, il y a tout un protocole. Le musée maritime contribue aussi en organisant ce genre de journée à ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses, ils font des plongées aussi, des sorties avec les archéologues. Voilà, donc c'est pour la protection du patrimoine. Voilà, il va y avoir un que colloque le musée, prochainement on peut aussi. Visiter. Comment? Donc on rappelle qu'on peut visiter le musée. musée. Oui, il faut aller le visiter. Les gens ne le connaissent pas forcément. Et c'est l'occasion, le mois du patrimoine, c'est ouvert tous les jours. Pendant l'année, c'est ouvert, je crois, le mardi. Et d'ailleurs, ils organisent des ateliers pour les enfants, pour les adolescents, de peinture, de poterie, enfin plein de choses. Et je crois le samedi, si je ne me trompe pas. Toujours est-il qu'ils ont une page Facebook, sur les réseaux sociaux, et ils ont un site internet, donc on peut les contacter pour savoir le programme. Voilà. Sinon, ils communiquent, ils sont très présents. Effectivement, donc pour avoir plus ample information sur les horaires de visite et surtout, donc ça reste un musée. En attendant que l'Amirauté s'ouvre, puisqu'on a un énorme patrimoine historique, archéologique du côté de l'Amirauté. Voilà, Inch'Allah, pour bientôt. Mais sinon, Samira, rendez-vous pris pour ce soir? Oui. Enfin. Oui. Tu vas nous emmener à l'Arwad à travers Canal Algérie. Tu l'as dit. Enfin, c'est normal, il y avait le programme Tarumtal. Et oui, mon premier documentaire de 52 minutes. On te félicite sur le Rwad, sur l'histoire, la culture, le patrimoine. Une très belle rencontre avec les habitants de Rwad. Littérature, vraiment toutes les facettes, les différentes facettes. J'ai rencontré le champion du monde de boxe thaï, Ardouane Lara. Il est excellent. Avec un nomade, avec des peintres, des aquarellistes. Avec plein de monde, avec les habitants, c'est les habitants de l'Arwad et l'Arwad. Voilà, donc c'est rendez-vous pris pour ce soir, un documentaire de 52 minutes. Donc 21h. Un thé à l'Arwad, ça s'appelle comme ça. Un thé à l'Arwad, il était bon. Oui, très excellent, bon. J'imagine. Un thé à l'Arwad. Très bon. Et très bientôt, tu vas nous emmener du côté de Sétif. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, avec grand plaisir, un déplacement vers Sétif, encore une fois, pour nous faire découvrir les différentes facettes de cette ville. C'est un voyage au cœur de l'Algérie. Voilà, ce sera un voyage. Et donc, on va découvrir les différents coups de cœur de Samira. Donc, on connaît le coup de cœur pour Alger, on connaît le coup de cœur pour le Sud. Des artisans et des gens qui travaillent à construire l'Algérie. Surtout. En tout cas, merci beaucoup. Merci Samira, merci pour la visite donc, au musée maritime. Il faut y aller au musée maritime, mais il faut faire de la plongée aussi. Voilà, de la plongée, surtout. Ça, il faut insister là-dessus, d'autant plus qu'on a de beaux jours devant nous. Et surtout, il ne faut pas toucher au patrimoine. Toucher et détériorer, effectivement. Voilà, c'est ça. Voilà, porte-parole par excellence. Samira Hadjabar du patrimoine. En tout cas, merci beaucoup, Samira. Donc, rendez-vous pris pour ce soir, documentaire Le Roi à partir de 21h. Sur Canal Algérie. On se retrouvera probablement samedi prochain. Probablement si tu ne seras pas à Sétif. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Salah Diaboul Maali sera en votre compagnie dès demain à partir de 8h. Je vous retrouverai avec un grand plaisir vendredi prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir.